bien que je sois psychiatre, qu'on aime beaucoup parler, quoi qu'on en pense. Voilà, donc c'est les aspects psychiatriques et psychodynamiques. Alors, ma présence s'explique aussi ici parce que je suis très spécialisée dans l'infection par le VIH et que je travaille donc dans 2 services de maladies infectieuses à Paris depuis des années et que la Covid est arrivée dans nos services et j'ai été amenée à m'en occuper tout à fait naturellement. Alors, la place de la psychiatrie, comme vous l'avez vu dans les premières diapos, je pense aux diapos d'Olivier, de Dominique, etc., elle est très, très ambivalente. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'anxiété qui fait la maladie ou est-ce que c'est la maladie qui fait l'anxiété? Donc, je vais plutôt prendre la deuxième option, tout en gardant en tête, évidemment, les questions habituelles. Alors, par exemple, dans l'ambivalence qui est accordée de la place de la psychiatrie, j'ai lu avec intérêt les recommandations de février, cherche à faire avancer, de février. Je clique sur la souris, il ne se passe rien. Je clique là-dessus, peut-être. Je vais essayer avec ça. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, l'AH, en février 2021, fait une réponse rapide numéro 9, l'exploration de troubles anxieux dépressifs, de troubles fonctionnels, etc., etc. Malheureusement, quand on a écrit les fiches, on a vu qu'on est passé de troubles somatiques fonctionnels à manifestations neurologiques et qu'encore une fois, l'anxiété et la dépression sont passées à la trappe. Alors, l'étiologie des conséquences psychiatriques, j'ai mis le mot conséquences, mais on devrait dire la symptomatologie psychiatrique, elle est probablement multifactorielle, physiopathologique et psychopathologique. Je pense qu'Éric Guesch nous expliquera beaucoup mieux que moi tout ce qui est physiopathologie neurologique. Donc évidemment les effets directs d'une infection virale, d'une maladie cérébro-vasculaire, l'hypoxie, mais aussi les interventions médicales. Beaucoup de traitements nous parlent, par exemple, de l'effet des corticoïdes sur l'humeur et l'anxiété. Et puis donc l'impact psychologique d'une nouvelle maladie grave ou récurrente et toutes ces conséquences sociales qui ont été un peu évoquées par Dominique tout à l'heure. Donc il y a énormément d'études sur PubMed alors que ça fait quand même 18 mois que cette maladie existe. Là, le 17-11 avant-hier, j'avais regardé avec 2 mots-clés Covid-19 et psychiatrie. Vous imaginez bien qu'on traite d'énormément de sujets, aussi bien des addictions, évidemment de la dépression, des troubles anxieux, dont les états de stress post-traumatique. Des articles arrivent en ce moment sur la suicidalité, c'est-à-dire l'idéation suicidaire, les tentatives de suicide, les décès par suicide chez les patients atteints par la Covid. Alors, et puis l'évolution d'autres psychiatries constituées, on s'est beaucoup interrogé sur comment les patients psychiatriques vivaient la Covid et comment c'était géré par les institutions psychiatriques. Alors, ce qui est très difficile dans la Covid, un peu comme dans le VIH, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes transverses, c'est-à-dire des symptômes qui peuvent faire partie d'une maladie organique ou bien d'un tableau clinique psychologique. Par exemple, les troubles du sommeil qui sont absolument constants dans toutes les affections psychiatriques, les troubles de la concentration, toutes les dépressions un peu sévères ont pour conséquence des troubles de la concentration, les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie ou l'hyperphagie, etc. Et bien sûr, la plupart des déprimés sont extrêmement fatigués. Alors, il y a aussi tout ce qu'on voit et qu'on voit aussi en psychiatrie, les états confusionnels, les troubles neurocognitifs, voire les états démentiels comme on a connu dans le sida avec les encéphalopathies. Alors, donc, il y a aussi dans toutes ces études des études de retentissement des troubles, tous les troubles, sur la qualité de vie ou la satisfaction de vie actuelle, qui sont des composantes très importantes pour évaluer l'état d'une population. Alors justement, notre population actuelle aujourd'hui va mal, donc ça va aussi complexifier la réflexion sur les troubles psychiatriques et la Covid, puisque voilà ce que nous dit Coviprev, qui est la prévalence et l'évolution des indicateurs de santé mentale et les problèmes de sommeil. La vague 28, qui est la dernière colonne, donc du 28 septembre au 6 octobre, on voit que donc on voit l'anxiété, les pensées suicidaires, les problèmes de sommeil et la dépression. On voit que 26% des Français montrent des signes d'un état anxieux, ce qui est contraire à ce qu'on voyait avant la Covid. C'est-à-dire avant la Covid, les gens étaient plus déprimés qu'anxieux. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus anxieux que déprimés, puisque 16% seulement ont un état dépressif,
70% dans Coviprev déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours et 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année écoulée, ce qui est tout à fait énorme. Alors, c'est confirmé, ces données, par Epiphar, donc, qui est l'usage des médicaments de ville en France, où on voit une hausse des délivrances des psychotropes de 5 à 13% en fonction des molécules prescrites, et puis on voit surtout une hausse d'instauration de 15 à 26%. C'est pour ça qu'on voit que la Covid, le confinement, alors dans par exemple les études sur la psychiatrie, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la suite du confinement, par exemple chez les enfants, les ados, etc., et sur la manière dont ils ont mal vécu ces périodes difficiles. Donc j'ai fait 3 diapos rapides sur les troubles anxieux et dépressifs. D'ailleurs, il y a une étude qu'a citée Olivier, c'est celle de Groff. Je reprenais justement la même réflexion que lui sur le fait de parler des séquelles post-aiguës, ce qui pour nous a quand même pas grand sens, parce que le mot séquelles désigne tout à fait autre chose en médecine. Donc c'était une revue systématique de 57 études, plus de 250 000 survivants, on appelle ça des survivants, ce qui est aussi un problème de vocabulaire tout à fait préoccupant. C'est-à-dire est-ce que quand on a eu une maladie, on a survécu à une maladie. Donc 1 sur 3 a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble anxieux généralisé, c'est-à-dire vraiment un trouble anxieux constitué, et puis 1 sur 5 de dépression, qui perdurait au-delà de 6 mois. Une autre étude de cohorte chinoise, ça c'était des gens hospitalisés, donc c'est pour ça on discutait avec Alain du fait qu'il y avait beaucoup d'hommes parce qu'ils ont été plus hospitalisés. Donc on voit à travers même 2 petits flashs comme ça sur des études combien chaque terme va être important pour essayer de comparer ce qui parfois n'est pas comparable. Et en psychiatrie, un des plus gros obstacles à la comparaison, ça va être l'usage d'échelles différentes. On a une dizaine d'échelles, on a une dizaine d'échelles de dépression, d'anxiété, de qualité de vie, etc. Donc les résultats vont être complètement influencés par la cohorte choisie, la manière dont elle a été constituée, les échelles faites, le fait que, par exemple, les gens avaient des troubles préexistants ou pas, le fait que les gens avaient des antécédents ou pas, et c'est généralement assez mal renseigné. Donc là, vous voyez, on retrouve encore... le truc intéressant, c'est qu'il y avait 52% d'hommes, parce qu'en fait, ils avaient été hospitalisés à un âge médian plus long que d'habitude. Voilà, une étude de cohorte italienne qui est intéressante, parce qu'on voit aussi pas mal d'études sur les états de stress post-traumatique. Donc ça, c'était des gens qui avaient été hospitalisés avec des signes cliniques qui sont souvent invalidants ou inquiétants, et 1/5 des patients ont eu des états de stress post-traumatique 4 mois après la sortie. Alors, un état de stress post-traumatique, ça veut dire qu'à un moment, il y a eu un trauma, c'est-à-dire un événement inopiné et quelque chose qu'on n'avait pas prévu ou auquel on n'avait pas pensé, c'est-à-dire quelque chose à laquelle on ne s'est pas préparé. Par exemple, si on pense, je ne sais pas, qu'il va y avoir un orage, on ne va pas être traumatisé quand l'orage éclate. Si on n'y a pas pensé que la foudre tombe juste à côté, on peut être traumatisé. Par exemple, un accident, le Bataclan évidemment, tout ce qui est inopiné va entraîner, ou par exemple la traversée très difficile, enfin je pense à nos populations migrantes VIH qui ont des traumas successifs lors des parcours migratoires. Et ensuite, ça entraîne ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire des états de reviviscence, des états où on revoit les scènes, des états où on anticipe que la scène pourrait reprendre, par exemple les lumières bleues des ambulances qui font penser qu'un accident est en train de survenir, etc. Donc ça donne une connotation tout à fait particulière à la sémiologie psychiatrique qu'on constate dans ces moments-là. Et je pense qu'on a peu d'états de stress post-traumatique strictement constitués, mais par contre, on a beaucoup d'événements de vie qui ont été très mal vécus et que la personne anticipe négativement avec des conduites d'évitement. Alors, la suicidalité, donc, c'est des études qui commencent à apparaître parce que cette maladie est trop récente et on ne peut pas encore en penser grand-chose. Et puis, il faut savoir qu'absolument toute la sémiologie psychiatrique comporte un risque d'augmentation de la suicidalité, et en particulier la dépression qui est quand même présente dans 20 à 30% des suicides. Alors, les aspects psychodynamiques, je terminerai sur 2 diapos sur ces questions-là, parce que donc c'est un peu, est-ce que c'est l'anxiété qui fait la Covid ou est-ce que la Covid fait l'anxiété? Là,
D'abord, il y a quelque chose de très intéressant quand on discute. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que, à mon avis, un des problèmes majeurs des questions psy et de la Covid, c'est qu'il n'y a pas d'études qualitatives. C'est-à-dire, il y a quasiment, j'ai vraiment cherché, je cherche depuis maintenant 12 à 18 mois, je cherche, je guette ce qui paraît. Il y a des témoignages, heureusement, mais il y a très peu d'enquêtes qualitatives. C'est-à-dire, on interrogerait les gens, par exemple, sur leurs antécédents psy, comment ils ont vécu la maladie, etc. Et ça nous manque vraiment pour avoir cette compréhension psychodynamique. Alors, le caractère inédit des manifestations, c'est très anxiogène. Par exemple, si on a déjà, je ne sais pas moi, eu une angine, la fois suivante, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Là, c'est très inédit. Ce que racontent les patients aussi, c'est qu'il y a quelque chose qu'on retrouve dans certaines maladies graves, certaines annonces de maladies graves, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Les capacités intellectuelles, pour beaucoup de patients, sont altérées de manière jamais expérimentée auparavant. C'est-à-dire, moi, je rencontre un certain nombre de patients qui avaient un cerveau plutôt aiguisé et qui, tout d'un coup, se retrouvent en train de lire une page de journal et où, à la fin de la page, elles ne savent pas ce qu'elles ont lu au départ. Donc, c'est très éprouvant comme expérience quand des capacités aussi importantes dans beaucoup de métiers sont atteintes. L'atteinte psychique, ça va être aussi différente, et là je pense qu'on tombe dans la question de la terminologie qui embrouille beaucoup la recherche et qui brouille beaucoup les pistes de réponse aux questions qu'on se pose. C'est que, par exemple, qu'est-ce qu'un syndrome persistant ? Est-ce que c'est, normalement, ça devrait être un symptôme ressenti lors de la phase aiguë et se poursuivant après une période sans rémission, et, alors que c'est employé un peu à tort et à travers. Et en fait, quand ça existe, quand la personne a vécu ça comme ça, c'est-à-dire depuis le début, ça n'arrête pas, ça fait vraiment des questions comme cela n'en finit pas, je m'en sortirai jamais, qui génèrent vraiment des affects dépressifs, voire suicidaires. Après, il y a des symptômes, et ça a été dit tout à l'heure, à apparition différée, c'est-à-dire qu'au départ, c'est non ressenti, je crois que c'est Émilie qui a raconté ça, et ensuite apparaissent de nouveaux symptômes qui sont à l'origine plutôt d'affects de troubles anxieux. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus, etc. Et puis, l'évolution non linéaire de la symptomatologie est épuisante. C'est-à-dire qu'il y a une chronicité de l'atteinte avec des phases aiguës de symptômes divers que le patient ne peut absolument pas anticiper. C'est-à-dire qu'il compte reprendre le travail, et puis ça se passe mal, etc. Et ça donne vraiment l'impression d'une perte de contrôle de son destin et de sa vie. Oui, c'est fini. Dernière diapo. Il y a aujourd'hui aussi eu chez beaucoup de patients atteints de Covid long une crainte des séquelles au sens de la CIM, c'est-à-dire c'est des phénomènes résiduels qui ne peuvent s'améliorer même avec de la rééducation. C'est ça qu'on entend exactement sur le plan de la linguistique, de la sémiologie, par le mot séquelles. Or, c'est là aussi employé un peu à tort et à travers. Ensuite, les syndromes de stress post-traumatique, ça donne des anticipations anxieuses, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que les patients revivent les moments traumatisants. Par exemple, quelqu'un qui à 8 h du matin était pas mal et à 11 h du matin, il va se retrouver en réa intubé, a vraiment l'impression d'avoir rencontré la mort, et cette espèce d'événement non anticipé crée vraiment des états de stress post-traumatique. Comme on en voit par ailleurs régulièrement chez des patients qui sortent de réa. Dépression et ce genre de symptômes se voient classiquement en réa. Enfin, l'incompréhension, les atteintes, comme on disait tout à l'heure, avec une désocialisation liée à la fatigue et des problèmes professionnels. L'incompréhension de l'entourage devant des symptômes qui apparaissent comme subjectifs. Alors, moi qui suis psychiatre, c'est vraiment la même incompréhension qu'on voit devant la dépression, c'est-à-dire remue-toi, un peu de volonté, etc. C'est-à-dire tout ce qui vient abîmer l'image de soi et qui n'est absolument pas aidant. Et enfin, le manque de formation médicale, puisqu'on parle de l'errance des patients, mais en fait, on voit que beaucoup de médecins ne connaissent pas bien la Covid long. Et par exemple, quand je voyais les images dermatos tout à l'heure, il y a beaucoup de dermatos qui vont heureusement avoir l'honnêteté de savoir qu'ils ne savent pas. Et donc, le patient va être obligé d'aller consulter quelqu'un d'autre, d'où parfois une multiplication des consultations et une certaine appétence pour des filières plus spécialisées. Et puis, moi, je pense tout à fait sincèrement que nous sommes vraiment dans une période de co-construction d'une maladie, c'est-à-dire que
on la connaît pas, on la connaît mal, et que on est amené à travailler comme on l'a fait beaucoup dans le VIH avec les patients. Voilà, merci de votre attention. Merci Françoise, c'était passionnant et vraiment vécu et tu as respecté à peu près le temps. Merci. Donc on va maintenant demander au professeur Eric Gage, qui est professeur de médecine